Donc, moi, je m'appelle Magali Chouvion, je suis journaliste, comme l'a présenté Sylvain Godigo, pardon. Je suis journaliste donc, pour le magazine Sans Transition, que vous avez pu trouver à l'entrée. C'est un magazine indépendant sur toutes les questions liées à la transition écologique, économique, sociale, aux limites planétaires également, et aux alternatives possibles, bien évidemment. Et on organise pas mal de conférences. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre lettre d'information. Cette soirée, comme ça a été dit, a été co-organisée donc à la fois par notre média, par l'association Prime Vert, qui organise les rencontres Prime Vert que vous connaissez donc en grande majorité, avec le soutien de la Nef et en coopération avec Lyon 2030. Et donc nous avons l'immense plaisir d'accueillir Timothée Paric, que vous pouvez applaudir. Donc, Timothée Paric est économiste, chercheur, enseignant à l'université de Lausanne et auteur du livre best-seller, j'ai écrit sur ma fiche, Ralentir ou périr, économie de la décroissance. Donc, vous aurez bien compris, c'est le sujet de la soirée. Son livre est paru aux éditions du Seuil en septembre 2022 et vous pourrez le retrouver tout à l'heure en fin de conférence si vous souhaitez l'acheter, bien évidemment, voire même avoir une petite dédicace. Alors, Timothée, on va attaquer par l'actualité. Voilà, je suis journaliste, hein, c'est mon métier. Nous sommes début 2026. Les économistes s'en réjouissent depuis quelques semaines. On n'arrête pas d'en entendre parler. Excellente nouvelle, les prévisions de croissance sont revues à la hausse. Donc, selon la Banque de France, la France devrait voir son PIB, produit intérieur brut, donc le total de la richesse produite dans le pays, augmenter de 1%. Environ en 2026, bon, c'est pas terrible, mais c'est 1%. La croissance du PIB réel mondial pourrait atteindre 3%, selon le Fonds monétaire international. Mais si on repartait par la base, qu'est-ce que c'est cette croissance dont on entend parler? Est-ce qu'elle est finalement... Parce qu'on nous dit qu'elle est indispensable, mais si elle est indispensable, c'est pour un monde meilleur, c'est pour réduire la pauvreté, les inégalités, pour permettre une amélioration, que sais-je, des services publics, j'ai envie de dire. C'est bien ça? C'est de ça dont on parle, Timothée? Pas non, exactement. Pas exactement. Ah. Non, je vais expliquer ce que c'est, bien sûr, techniquement, mais en voie d'introduction, je pense que la croissance, c'est un imaginaire très pauvre. Imaginez un peu, vous êtes petit, on vous demande, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Et la réponse, c'est, je sais pas, faire 2% de plus que ma taille actuelle. Enfin, c'est une pauvre utopie dans le sens où c'est juste projeter un futur qui est juste le présent en un peu plus gros. Et donc, c'est même pas un saut quantitatif, c'est juste une espèce de cette accélération un peu monotone. Et donc, rien que ça, de voir des gens s'extasier et d'une génération d'économistes se dire voilà, tu leur parles d'une croissance de 1%, ils sont là à sourire comme si tu leur avais dit qu'on pouvait respirer sous l'eau, et ben c'est un peu déprimant. Alors, la croissance, c'est un peu déprimant parce que la croissance, en fait, c'est un truc qui est vraiment très très chiant. Très très chiant, mais ça pose des questions qui sont, elles, intéressantes. La croissance, c'est une seule chose. C'est une chose ultra simple, c'est l'augmentation mathématique d'un indicateur, le produit intérieur brut. C'est rien d'autre. C'est juste ça. Le PIB, en plus, c'est assez clair, il n'y a pas d'interprétation, j'ai pas ma vision du PIB. Le PIB, son calcul, il est normé. Donc tous les pays le calculent plus ou moins de la même manière, en tout cas voilà, c'est assez normé. Et donc la croissance, c'est quand il y a le PIB qui augmente, et le PIB, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un indicateur de la valeur ajoutée créée dans une économie pendant une période donnée. Donc là, c'est vrai que quand on se dit, ok, c'est quoi la valeur ajoutée? Ben, la valeur ajoutée, c'est censé être en fait ce surcroît de production, pas seulement de production concrète, mais de production de valeur. Et donc je pense que cette adoration que nous avons de la croissance, déjà elle part de cette espèce de malentendu un petit peu facile de dire bah, valeur ajoutée c'est forcément bien. Si on ajoute de la valeur c'est forcément bien. Et donc la croissance de la valeur c'est forcément quelque chose de positif, mais pas forcément parce que c'est la valeur comptable en euros selon le prix des choses.
Et donc, un exemple que je donne souvent, si tu vas avec une tronçonneuse à Lyon tronçonner tous les arbres dans les rues, qui ne produisent aucune valeur monétaire, et t'en fais des tables basses que tu vas vendre à un prix d'or pour venir décorer la 3e villa de vacances d'un milliardaire, tu auras valorisé ces arbres. Tu auras contribué c'est de la croissance en fait, tu as une valeur ajoutée parce que arbre qui n'était pas valorisé avant et soudain valorisé augmente le PIB, mais n'importe qui comprendrait que en fait, on n'a pas envie de perdre l'intégralité des arbres de la ville de Lyon juste pour faire des tables basses dans une villa sur une île grecque qui est utilisée une semaine par an. Donc on comprend bien en fait que c'est pas de la valeur, justement c'est le contraire, on s'est appauvri d'une certaine manière. Et donc la croissance, elle est au milieu de ce grand débat qui va nous animer ce soir sur en fait, qu'est-ce que la valeur, d'où est-ce qu'elle vient, est-ce qu'il peut y avoir des moments en fait où une économie elle va croître mais elle va s'appauvrir, et de la même manière, de façon symétrique, est-ce qu'il y a des moments où une économie elle va décroître mais pour autant s'enrichir? Et un autre commentaire aussi juste sur, on va dire, les conséquences attendues de la croissance, les grands classiques, de dire à partir du moment où il y a de la croissance, tu as de l'emploi, baisse de la pauvreté, baisse des inégalités, on va dire augmentation de la puissance de financement d'un État, et en général, bonheur. Donc ça, c'est plein d'associations que certains économistes font et, on va dire, circulent dans les médias. Moi, dans ma thèse, je les avais regardées une par une, et en fait, les liens sont beaucoup plus compliqués que ça. Déjà, le lien entre croissance et bonheur, lui, il n'existe pas. Donc, statistiquement, macroéconomiquement, on peut identifier en fait un point déjà à partir duquel l'augmentation du produit intérieur brut cesse d'augmenter le bonheur, et en plus, peu importe ce point aussi, sur le long terme, on voit que ce n'est pas la croissance du PIB qui augmente le bonheur, mais d'autres facteurs. Et sur les autres points, enfin les inégalités de la pauvreté est en augmentation en France depuis des décennies, c'est pas une nouveauté, malgré la croissance économique qu'on a tous les ans. Les inégalités, on comprend bien ça, je comprends pas, enfin si, c'est la pseudo-théorie du ruissellement, mais vous pouvez avoir une croissance de la valeur ajoutée qui se concentre, les fruits de cette croissance vont revenir dans une poche d'une minorité déjà riche, donc ça va augmenter les inégalités sans éradiquer la pauvreté. Donc cette croissance, elle est théoriquement possible. Donc là aussi, j'ai l'impression qu'on crée une espèce de faux phénomène qui n'existe pas dans notre imaginaire, en fait, de cette espèce de croissance qui serait une corne d'abondance pour nos économies modernes, un espèce de bouton magique, où dès que le PIB monte, en fait, tout irait bien, et bien sûr la croissance verte étant la dernière évolution de ça. Non seulement quand tu appuies sur le bouton croissance, ça réduit la pauvreté, ça gonfle tes budgets publics, ça fait du plein emploi, mais en plus ça te nettoie la planète, quoi. C'est vachement pratique. Bon, merci. Mais pour aller plus loin, on nous dit aussi, s'il n'y a pas de croissance, en gros, il n'y a pas d'argent disponible, notamment dans les caisses de l'État. Et donc, c'est même pas que ça va pas être mieux, c'est que ça va être dangereux. C'est que c'est dangereux de ne pas avoir de croissance. C'est le discours qui est tenu. Mais toi, tu dis non, ce qu'il nous faudrait, c'est de la décroissance. Alors, tu vas complètement en sens inverse. Et il ne s'agit pas d'une simple contraction de l'économie, mais vraiment d'un autre modèle que tu proposes. Alors, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Parce que finalement, c'est le fond du sujet. Et là, on a vu la ville de Lyon qui nous décroissance, on n'y va pas. La nef, on n'y va pas. Et ils ont des arguments à chaque fois. Donc, qu'est-ce que tu réponds et qu'est-ce que tu proposes? Alors, on va voir qu'à la fin, je suis d'accord avec eux, d'une certaine manière. Mais pour comprendre cet accord, il faut faire une petite division conceptuelle. Parce que quand on dit décroissance, il y a 3 concepts pour le prix d'un. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Il y a le concept d'objection de croissance, celui de décroissance et celui de post-croissance. Mais je pense que c'est bien de les différencier. L'objection de croissance, c'est la critique de la croissance. Le rapport Meadows des années 70, par exemple, de dire, ah bah tiens, la croissance va venir surmobiliser des énergies fossiles qui vont faire augmenter les émissions, qui vont dérégler le climat, et donc on ne peut pas avoir de croissance infinie dans un monde fini. Ça, en fait, on fait de l'objection de croissance. On critique. Ça peut être une critique sociale, culturelle,
politique, on critique la croissance, on critique même de bien-être, de dire ah le PIB n'est pas corrélé au bien-être, pourquoi est-ce qu'on cherche juste à faire croître l'économie alors qu'on devrait se concentrer sur l'économie bien-être. Ça c'est une objection de croissance. Ok, premier pan, théorie critique. Deuxième chose, la décroissance en tant que telle comme stratégie de transition pour un pays riche qui serait en dépassement écologique et qui n'arriverait pas à revenir sous le seuil des limites planétaires. Ben là s'ouvre une possibilité, et c'est la décroissance que je décrit dans le livre, donc cette réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique. Donc là, c'est le deuxième, c'est un phénomène. Mais là, on voit déjà que les deux sont différents, il y a une théorie critique qu'on peut appliquer, et ensuite, on peut en déduire en fait des implications. Et il y a un troisième concept, qui est non pas un rejet, non pas un trajet, mais plus un projet. Donc, souvent, on parle de post-croissance pour évoquer un petit peu toutes les questions sur l'après-croissance, ou plutôt l'après-décroissance, qui est elle-même l'après-croissance. Comment est-ce qu'on organiserait en fait une économie qui puisse prospérer sans croissance, dirait Tim Jackson, une économie qui puisse atterrir, dirait Catherine Trebeck, une économie de la post-croissance, dirait Kate Soper, donc il y a plein de termes, l'économie du bien-être. Comment est-ce qu'on l'organiserait, le système des retraites, les cultures du travail, les modèles d'entreprise. Et donc quand par exemple la nef dit, la nef, elle est déjà dans la post-croissance et dans le post-capitalisme. En fait, elle est déjà dans l'économie du futur. Donc, elle n'a aucun intérêt à organiser sa propre décroissance. Vu qu'elle, justement, enfin, elle n'a rien à démanteler. Elle est déjà elle-même et elle facilite la construction donc, de cette économie du futur. Pareil, à l'échelle d'une ville, je pense qu'à l'échelle d'une ville, l'objectif, il est plus subtil. L'objectif, c'est de rentrer sous le seuil des limites planétaires, tout en, bien sûr, essayant de le faire dans le souci du bien-être, dans un esprit de justice sociale, et de manière démocratique. Et ça, cette équation, ça fait que certains territoires vont devoir avoir des scénarios de sobriété intenses, qui, pendant une période donnée, vont peut-être se solder par une contraction économique. Là encore, le but, c'est pas de contracter l'économie. C'est un sens de réalité, de se dire, bon ben voilà, les actions que nous allons mettre en œuvre, ça peut être d'annuler des projets autoroutiers, ça peut être d'annuler des projets de construction de centres commerciaux, ça peut être de démanteler une infrastructure industrielle existante, ça peut être de supprimer des incitations à la consommation comme la publicité, ça peut être de faire ralentir le volume de production de certains secteurs, et ben ça pourrait contracter l'économie. Donc là, ce phénomène macroéconomique, c'est plus de se dire, voilà, est-ce que les scénarios de sobriété qu'on va mettre en place et de démantèlement vont mener à une contraction de l'économie, oui ou non. Et ça, c'est une question théorique. Je pense que qu'on l'aime ou non, c'est un fait. C'est-à-dire que moi, on peut être pour ou on peut être contre. À partir du moment où on n'arrive pas à revenir sous le seuil des limites planétaires en produisant et consommant plus, ou même en produisant et consommant la même chose, il n'y a pas de quatrième option. On est obligé de produire et consommer moins. Et juste un petit détail qui a toute son importance, parce que quand les gens disent « Ah, on a besoin de croissance pour financer quelque chose », en fait, c'est faux dans le sens où c'est quoi la croissance? On l'a vu, c'est l'augmentation du PIB. Et le produit intérieur brut, c'est la mesure un petit peu des activités économiques. Donc si on a 0% de croissance d'une année à l'autre, ça ne veut pas dire que l'économie, elle s'est arrêtée. C'est-à-dire que l'économie, elle fait exactement la même taille que l'année dernière. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas une augmentation de certaines choses à financer qui arrivent de nulle part, qui demandent en fait un surcroît. Par exemple, si vous êtes un pays très très pauvre et que vous avez des services de santé qui peuvent, même à leur taux maximum, juste satisfaire les besoins de 30% de la population, bah là, vous allez avoir besoin de faire plus. Mais dans une économie comme la France, où à travers des réorganisations, à travers un partage de l'infrastructure existante, à travers un changement de la qualité de l'organisation, vous pouvez continuer à satisfaire des besoins, et ben, la stagnation séculaire, la stationnarité d'une économie, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Et je terminerai avec cet argument, qui est un argument d'une puissance phénoménale. Gros teasing. Vous allez être déçus. Et cet argument, c'est que les coûts de la transition sont systématiquement inférieurs aux coûts de la non-transition.
Donc ça, c'est quelque chose qui est calculé par les économistes, c'est tout un chantier depuis le début des années 2000 au moins, de dire voilà, ça coûte combien, par exemple, de faire une grande rénovation thermique de tous les bâtiments, ça coûte combien en général de décarboner une économie versus ne rien faire, avoir un réchauffement climatique et avoir les effets néfastes du réchauffement climatique qui eux aussi ont un coût. Ça, vous pouvez le faire pour le climat, vous pouvez le faire pour la biodiversité, vous pouvez le faire pour n'importe quelle problématique écologique. Et ce qui ressort de la littérature théorique sur le sujet, c'est que très souvent, en fait, les coûts de la prévention environnementale, ils sont importants, ils sont parfois même gigantesques, mais dans tous les cas, ils sont beaucoup plus petits que les coûts de l'adaptation. Et donc, dans ce sens, tous les arguments qui reviendraient à dire on ne peut pas faire la transition écologique parce qu'on n'a pas les budgets. En fait, vous ne faites que décalée, ok, on ne la fait pas cette année, il faut la faire dans 5 ans, mais dans 5 ans, elle sera beaucoup plus chère, donc ça sera beaucoup plus difficile. Et donc, moi, j'ai l'impression, on a cette espèce de course de dire pas maintenant, alors que ça fait quand même depuis les années 70 qu'on y réfléchit, et on s'auto-amène dans une situation en fait où les coûts seront déjà là et seront énormes, et où ça devient de plus en plus difficile d'y aller. Donc on n'aura plus le choix. Pour l'instant. Non. Moi, souvent je dis ça, c'est décroissance choisie ou effondrement subi. Dans tous les cas, une économie, elle ne peut pas fonctionner indéfiniment dans le rouge des écosystèmes. Et c'est marrant parce que c'est une logique, on la connaît. C'est-à-dire que si vous gagnez 2 000 € par mois et que vous dépensez 4 000 € par mois, au bout d'un moment, votre banquière, elle vous appelle et elle fait bon, je ne peux pas laisser ça. Là, imaginez, la nature, elle a un petit téléphone. Et elle vous appelle, elle fait bon là, ça fait quand même 50 ans que vous êtes dans le rouge. Au bout d'un moment, va peut-être falloir équilibrer les comptes. Et l'équilibrage des comptes, il peut se faire d'une manière organisée, à travers une planification sociale et écologique intelligente, dans un esprit démocratique, reprise en compte des communs, voilà, de faire des inventaires des besoins, avoir un rationnement convivial et se dire tiens, ces ressources, on les utilise là, ça en fait ci, ça en fait ça, on fait attention, il faut aller à la transition juste. Ou ça peut se faire à travers des moments de sécheresse où il n'y a plus d'eau et il faut rationner en urgence. Ça peut se faire à travers une course à l'accaparement des ressources rares où certains pays sont déjà laissés pour compte. Donc moi, j'ai plutôt tendance à dire, quitte à devoir le faire, autant prendre le temps pour le faire de la manière la plus douce et la plus intelligente, et dans l'esprit de la prévention et du principe de précaution, le plus tôt possible, pour prendre en compte les incertitudes, les éléments imprévisibles, et surtout les erreurs qu'on va faire lors de la transition, vu que faire transitionner toute une économie, c'est pas les Sims, hein, c'est quand même quelque chose de compliqué. Ok, anticiper. Et justement, la majorité des économistes qu'on entend aujourd'hui ont trouvé une parade, j'ai envie de dire, à cette histoire de limites planétaires là, qui sont dépassées les unes après les autres. On en est à 7 sur 9, là, ça sent quand même pas très bon. Et eux, ils arguent qu'en fait, on pourrait réduire l'impact écologique tout en maintenant la croissance économique. C'est ce qu'on appelle le découplage, vous en avez déjà entendu parler. L'autre nom, c'est la croissance verte, voilà, qu'on entend dans tous les médias. Et pour toi, c'est impossible, c'est complètement antinomique. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as comme argument? Comment est-ce que tu peux expliquer que, non, pour toi, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à croître tout en restant dans les limites planétaires, dans la biocapacité de la Terre. Alors oui, ça c'est un peu mon cheval de bataille. Je pense que c'est grâce à cet argument que je suis devenu connu. C'est-à-dire que j'avais publié un chapitre de ma thèse qui est sur le découplage, qui est devenu un rapport européen en 2019, vraiment un truc assez niche, et où j'ai essayé de développer un argument, parce que moi j'ai toujours trouvé ça en bon scientifique. Moi, si on me démontre qu'un truc est possible et qu'on a les preuves, il n'y a pas de souci, hein. Si vous voulez montrer que le monstre du Loch Ness existe et vous arrivez avec des vidéos, différents angles, des trucs, ou le cadavre du poisson, machin, je vous crois. Mais bon, si vous me dites il y a un monstre du Loch Ness, mais la seule photo qu'on a, c'est une demi-trompe d'éléphant à 4 km sur une photo des années 60, je vais dire, la croissance verte, c'est ça. En fait, quand on commence à gratter un petit peu les preuves, déjà on se rend compte que 99% de toutes les études qui ont été faites sur le découplage, il y en a, je ne sais pas, peut-être entre 1000 et 1500 depuis les années 90, ça regarde que le carbone. Donc déjà, il y a eu cette hypothèse de se dire que
la transition écologique, c'est juste une transition énergétique, et c'est juste une transition énergétique qui consiste à décarboner une économie. Quand vous regardez ces études-là, vous regardez que la grande majorité, là je pense 80% de ces études-là, ne prennent en compte que les émissions territoriales. Donc en France, c'est moins de la moitié de notre empreinte carbone, c'est les émissions territoriales. Le reste, c'est les émissions importées. Donc c'est vachement facile de réduire ça si vous regardez que la moitié de vos émissions. Et ensuite, donc là, je me dis, bon, un peu chelou leur truc. Tu continues de gratter et tu te rends compte que aussi, c'est des études de découplage, mais où tu n'as pas de seuil pour définir si le découplage il est suffisant ou pas suffisant. C'est à partir du moment où tu as une baisse, c'est considéré comme de la croissance verte. En gros, tu n'as pas de différence entre un régime où tu dois perdre 30 kilos, tu as perdu 10 kilos en un an, c'est bien, et la même chose où tu as perdu 0,00001 gramme sur la même période. En fait, c'est la même chose. Les deux, ça s'appelle un régime. Les deux, ça s'appelle de la croissance verte. Alors que clairement, enfin, si tu es climatologue et que tu as un pays qui fait regarder, on a décarboné notre croissance, on a baissé nos émissions de 0,01% en 20 ans, il ne va pas te donner un bon point. Donc il y a aussi cette espèce de suffisant, insuffisant qui n'était pas là. Et donc moi je me suis dit, bon bah d'accord, on va essayer de remettre les pièces du puzzle ensemble et regarder. Et quand on reconstruit le truc, c'est-à-dire qu'on prend une vision multidimensionnelle de l'empreinte écologique, avec toutes les limites planétaires incluses, on regarde les pressions sur l'environnement le long de la chaîne de valeur. Donc on prend en compte les importations et on soustrait les exportations. Et on prend en compte aussi l'impact de la finance. Pas seulement les choses qu'on consomme, les choses qu'on produit, mais aussi les choses qui sont produites grâce aux choses qu'on finance. Ce qui est assez important pour certains pays, notamment la Suisse. Et ensuite, on intègre ça avec des cibles environnementales précises. Je ne sais pas, la neutralité carbone en 2050. Et donc, ça nous permet de se poser une question, qui n'est pas bébête, de se dire est-ce que la croissance elle est verte ou pas, de se dire plutôt est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une trajectoire où l'économie peut atterrir sous le seuil des limites planétaires avant que les écosystèmes explosent. Il y a une étude qui a été faite par des collègues il y a 2 ans où ils ont regardé justement les 13 pays au monde qui sont toujours pris comme exemple comme étant vraiment les champions de la croissance verte. Et ils ont regardé pour le carbone, en fait, à la vitesse à laquelle ils baissent leurs émissions, ça leur prendrait 220 ans en moyenne pour atteindre la neutralité climatique. Donc c'est ça, en fait, on se rend compte que c'est un tour de passe-passe rhétorique de se dire oui, en effet, le PIB peut augmenter et certaines pressions sur l'environnement peuvent baisser, mais ça ne te sort pas d'affaire. Et surtout, et là, un autre argument, même si c'est le cas, c'est quand même assez facile de démontrer que c'est plus efficace, on va dire plus facile de réduire l'empreinte écologique d'un pays quand tu produis et consommes moins que quand tu produis et consommes plus. Enfin, je veux dire, ça, non, mais ça, je le débat encore avec mes collègues. Ils sont là, non. On a une vision tellement où ils se disent, eux, dans leur façon de penser, ils se disent, plus on produit, plus on a de la valeur ajoutée, plus on a de l'argent, plus on peut investir dans la transition écologique, plus ça se verdit. Et d'un point de vue monétaire, c'est vrai, parce que bon, il faut de l'argent pour faire du réensauvagement, il faut de l'argent pour faire des transitions agroécologiques, et donc on pourrait penser, bah, c'est bien, on va vendre plein de 4x4, plein d'obsolescence programmée, comme ça on en rachète un tous les 6 mois, on fait de la pub, comme ça les gens ils ont envie d'avoir non pas 1, mais 7 4x4, et bam, et comme ça avec l'argent, ensuite on réinvestit pour avoir des filtres qui viennent enlever la partie des pollutions de l'air de ces 4x4, où tu pourrais juste dire en fait on ne les produit pas. Et là, tu passes un peu pour l'idiot du village. Moi, dans mon doctorat, c'était ça. Les gens, ils me regardaient, ils pensaient que j'étais un peu simplet, quoi. Ce mec, il a 2 masters, mais comment c'est possible? Il a toujours pas compris à quoi ça servait l'économie. Et en fait, de se dire, bah oui, en effet, l'empreinte écologique, même vraiment si toutes les couleurs du Rubik's Cube étaient en train de baisser et on était dans la bonne direction, on est content, bah en fait, on pourrait accélérer cette baisse à travers une myriade de politiques de sobriété au niveau de la consommation et une myriade de politiques de renoncement productif au niveau de la production qui nous permettraient de baisser cette empreinte écologique plus rapidement. Donc c'est ça en fait la décroissance, c'est un peu une accélération de transition écologique qui permet aux pays qui ont déjà commencé à faire transition écologique d'accélérer, je vous rassure, il n'y en a pas, ou qui permet à ceux qui n'ont pas véritablement commencé de commencer.
Bon, alors, ce que tu nous dis très clairement, c'est qu'il faut qu'on change de paradigme aussi et qu'on sorte du capitalisme. Il y a aussi cette notion de capitalisme avec cette consommation des ressources qui va avec la croissance, si j'ai bien compris. Donc, tu parles de présentisme, c'est bien ça, une espèce de paradigme qui est présent aujourd'hui et on ne change pas, on n'imagine plus un autre modèle économique. On est bloqué quelque part dans le présent. Qu'est-ce que toi, tu proposes autre chose avec la décroissance, avec ensuite le modèle de la post-croissance. Comment est-ce que ça se passe autour de toi? Comment est-ce que tu es reçu auprès de tes pairs universitaires, auprès des financiers, auprès des grands entrepreneurs? Comment est-ce que tu sens les choses vraiment pour sortir de ce présentisme? Comment est-ce que tu les ressens? Alors, il y a un philosophe que j'aime bien qui s'appelle Mark Fisher, et lui, il parlait justement de réalisme capitaliste. Donc aujourd'hui, en fait, un système économique, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu. Non, mais c'est vrai, hein, c'est un jeu qu'on joue, mais comme quand vous faites un Catan ou un Monopoly ou un Scrabble, vous auto-attribuez des règles et vous allez prendre des rôles pour participer à quelque chose pour lequel il y a un objectif, plus ou moins de compétition, plus ou moins de coopération. Le système économique, c'est la même chose. En fait, c'est un jeu qu'on décide de jouer tous les jours. C'est quelque chose de socialement construit. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier. On a un peu tendance à l'oublier. Dans ta vie, tu peux décider de tout. Où est-ce que tu vas habiter, maison, appartement, quelle langue tu vas parler, quelle relation tu vas avoir. Par contre, le système économique, il est prédéterminé, ce sera le capitalisme et basta. Ce qui est vachement bizarre, parce que même dans l'histoire assez longue des sociétés humaines, le capitalisme, il a quelques centaines d'années. Enfin, c'est un système plutôt récent. Et donc, de le placer comme un phénomène, on pourrait même dire comme une anomalité historique, une anomalie historique. Je pense que quand on fait de l'économie écologique, donc sur le temps très long, et qu'on voit ce passage d'une économie organique qui était très dépendante des énergies renouvelables et qui arrive à s'émanciper à travers la découverte des énergies fossiles, on a l'impression que c'est un peu la carte joker, tu vois, du développement. D'un coup, tu as l'impression que tu peux tout faire. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte que cette carte joker, en fait, tu pouvais l'utiliser qu'une fois. Et là, on arrive vers la fin de la carte joker, il n'y en a plus. On se rend compte qu'on a gâché une grande partie de la carte joker pour surdévelopper, en fait, les pays du Nord, au-delà de leurs besoins, ce qui va laisser les pays du Sud sans carte joker. Donc ça, c'est dommage. Et surtout, ça nous laisse avec, ok, mais si cette économie turbo-boostée d'un capitalisme où tout est privatisé, où tout est d'abus lucratif, où le but c'est vraiment juste de faire compétition pour les projets, faire le plus d'argent, en fait, il n'est pas du tout adapté à un monde de la finitude, à un monde circulaire, à un monde soutenable. En fait, qu'est-ce qu'on peut inventer d'autre comme système économique? Et donc moi, mes collègues, quand je leur dis ça, il y en a pas mal déjà qui me disent oui, mais ça, c'est pas notre problème, c'est de la politique. Comme si en sciences sociales, en fait, on n'avait pas le droit de faire de l'architecture économique. Ça, les économistes, vous en connaissez sûrement, et là, je sais que je m'auto-tire une balle dans le pied, vu que j'ai été identifié comme tel, mais c'est pas les plus créatifs du panier, on va pas se mentir. Et donc, moi, les économistes aujourd'hui, c'est devenu un petit peu les gentils petits dentistes du capitalisme. On les appelle, voilà, dès qu'il y a une carie à résoudre, mais ils ont complètement oublié qu'une tâche première de l'économie politique telle qu'elle a été inventée au XVIIIe siècle, c'était une réflexion critique sur quel système économique, en fait, est-ce qu'on a. Donc c'était une question pas de décoration de l'intérieur, c'est quoi la couleur des toilettes, donc des questions sur quel pourcentage de régulation de l'inflation ou des petites questions qu'on a sur le budget public. Non, c'était des grandes questions d'architecture économique, de se dire, voilà, c'est quoi les fondations d'une économie, quels sont les avantages d'un système versus l'autre, et est-ce qu'on le progrès économique, et là on revient un petit peu à cette... c'est marrant, le progrès économique, juste l'augmentation du PIB, versus le progrès économique comme une évolution, passer d'un système à un meilleur système, à un meilleur système, à un meilleur système. Enfin, moi, je trouve que c'est une vision du progrès beaucoup plus riche d'imaginer, par exemple, quand je dis système économique, il ne faut pas imaginer comme si j'avais genre un brouillon non publié, vraiment caché dans ma cave avec l'ébauche d'une économie futuriste. Non, c'est des choses qui sont inventées sur le terrain. Donc l'économie sociale et solidaire en France, et beaucoup d'actrices et d'acteurs de ce changement ont déjà
partiellement inventer l'économie du futur qui existe, qui survit plutôt dans l'ombre du capitalisme actuel. Et un jour, on peut espérer qu'il y aura ce moment de basculement, dirait l'historien Jérôme Bachet, où, en fait, des comportements qui étaient jusqu'à là minoritaires deviendront majoritaires. Et ça, moi, j'adore lire des gens comme Jérôme Bachet qui nous racontent un peu l'histoire du capitalisme quand il a émergé, où tu avais des gens, vraiment, mais qui étaient des bizarres, quoi, qui arrivaient, genre un marchand, tu vois, qui va te faire, écoute, tu me donnes de la thune, moi je fais venir un bateau là-bas, je ramène des épices, je le revends et je te donne un profit. Et là, tu vois, ces gens, mais c'était genre des pirates, quoi. Personne leur faisait confiance. C'était même pas considéré comme un sérieux économique. Cette espèce de mentalité, le penser-profit qui est aujourd'hui bien installé dans notre imaginaire, à l'époque, c'était loufoque. Et donc, de la même manière qu'aujourd'hui, si on va voir une banque qui n'est pas la Nef et qu'on leur demande, écoutez, moi j'ai un projet génial qui va nous permettre de réensauvager toute une partie de notre territoire, ça ne va rien rapporter. Mais en termes de richesse, en termes de capital écologique, en termes de prospérité non humaine, on va vraiment faire quelque chose d'exceptionnel. Regardez comment ça s'échelonne, même sur le long terme. Il y a plein de bien-être, plein de bénéfices sur le bien-être humain. Bah, la banque, elle va vous rire au nez. Elle va dire, c'est quoi ? C'est pas sérieux, c'est pas réaliste. Donc là, on voit en fait que le réalisme, c'est quelque chose qui varie au cours de l'histoire. Et je pense que le réalisme capitaliste aujourd'hui, il nous dessert. Parce qu'il limite notre imagination. Et il fait qu'on reste coincé dans cette espèce de Jumanji du Monopoly à grandeur nature qu'on joue tous les jours quand on joue au jeu de l'économie capitaliste aujourd'hui, alors qu'on pourrait très bien décider d'arrêter d'y jouer. Merci. Tu as dit tout à l'heure, tu parlais, on peut choisir d'avoir une maison, de parler telle langue, de faire telles études. Bon, j'ai envie de dire quand même, encore faut-il avoir les moyens intellectuels, culturels, économiques et autres. Et ça, c'est un des gros reproches qu'on entend sur le système économique de la décroissance. C'est vraiment les personnes qui sont déjà dans le besoin, les personnes qui n'ont pas justement de moyens économiques. On ne peut décemment pas leur demander de décroître. On ne peut pas leur demander de manger moins de viande, ou moins de je ne sais pas quoi. Ils chauffent déjà à 14, on ne peut pas leur demander de passer à 12. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ces arguments-là ? Déjà, il faut comprendre qu'on a ce qu'on appelle des inégalités environnementales. Donc, quand on parle d'une empreinte écologique totale, elle prend en compte, elle est multidimensionnelle, on l'a vu, mais aussi, elle n'est pas partout la même. Donc, on peut la diviser en différentes classes de ménages, comme on le fait souvent. Donc, ça peut être... On peut partir des déciles de richesse ou de revenus. Et là, on se rend compte que l'empreinte écologique, elle est corrélée aux revenus et surtout à la richesse. En gros, plus on est riche, plus on pollue. Et donc là, déjà, si ça, c'est vrai, ça veut dire que si on veut réduire l'empreinte écologique, ça va demander des efforts plus importants à celles et ceux qui polluent beaucoup que celles et ceux qui polluent très peu. Et les plus pauvres aujourd'hui sont des personnes qui polluent très peu. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. C'est vrai à l'échelle du monde. J'ai déjà essayé d'articuler cette décroissance dans les pays riches justement pour préserver une partie des budgets écologiques pour le développement le plus soutenable possible des pays du Sud, mais aussi une transition à plusieurs vitesses à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle nationale, de se dire, en fonction des responsabilités déjà. Donc, si mon empreinte elle est à 20 tonnes par an et que la cible elle est à 2 tonnes, les changements ils vont être drastiques comparé à si vous avez une empreinte qui est déjà à 5 tonnes. Donc, elle est beaucoup plus proche de la cible. Donc, en fonction des responsabilités et aussi en fonction des capacités. C'est pour ça que c'est vachement important de prendre en compte les empreintes de la finance. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on commence à faire en économie écologique, donc de mesurer le poids non seulement de vos comportements de consommation, les modes de transport que vous utilisez, votre régime alimentaire, le type de logement que vous avez, toutes ces choses-là. Non seulement vos comportements de production, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes au travail ? Est-ce que vous êtes pilote de ligne ? Est-ce que vous étranglez des bébés phoques ? Est-ce que vous travaillez à réensauvager des zones humides ? Mais aussi une troisième catégorie qui est
quelles vont être les conséquences de votre patrimoine financier. En gros, si vous êtes actionnaire chez Total, même si vous mangez bio et que vous travaillez, vous êtes le responsable RSE d'une petite coopérative, vous avez quand même l'ombre de vous-même qui travaille pour l'extraction des énergies fossiles. Et là, on voit aujourd'hui que, bien sûr, le patrimoine financier, il est concentré. Vous avez entendu sûrement ces chiffres. Quand on regarde le décile à l'échelle de l'économie française, donc le décile des plus riches en termes de patrimoine, donc possède plus de la moitié du patrimoine national total. Et ce patrimoine, il est encore plus concentré quand on ne regarde pas le patrimoine global, mais juste le patrimoine financier. Donc là, on voit que le patrimoine financier, donc la propriété d'entreprise, elle est excessivement concentrée. Et donc là, c'est de se dire de vouloir changer le tissu productif, ça demande une espèce de changement de concert, bien sûr des comportements de consommation qui vont changer, des comportements de production au sein des entreprises, mais aussi des changements importants au sein des gens qui les financent. Donc ça peut être les banques, quand c'est des créations monétaires nouvelles, et aussi les acteurs financiers et les épargnants, quand c'est sur une richesse préalablement existante. Je suis allé loin, là, je me suis emmêlé dans mon propre truc. Tu veux que je te repose la question du début ? Allez. Ouais. J'ai l'impression que c'était loin. C'était en 2025. C'était un peu long. Je t'ai laissé, je t'ai Oui. laissé partir. Non, la question, elle était très simple. Elle est, qu'est-ce que tu réponds aux détracteurs de la décroissance qui te disent, mais comment est-ce qu'on peut demander à des personnes qui n'ont pas beaucoup de besoins, c'est valable à l'échelle individuelle, comme à l'échelle d'un pays, par exemple, tout à l'heure, tu nous parlais de pays du Sud, comment est-ce qu'on peut leur demander de décroître alors qu'ils n'ont déjà très peu ? C'est une question de justice sociale. Là. Vous avez vu la réponse en pratique, vous les enterrez sous pas mal de concepts ultra-théoriques, ça, personne ne survit à ça, ça marche très bien. Ma thèse, elle ne fait pas 900 pages pour une raison, c'est que personne ne l'a lu jusqu'au bout et personne n'a vérifié. Non, je plaisante, elle a été vérifiée 2 fois. Donc on l'a vu, à 2 vitesses. On peut très bien avoir la décroissance de l'économie française, donc une contraction du produit intérieur brut, alors que les revenus, mais pas seulement les revenus, on va dire les moyens, monétarisés ou démonétarisés, de la frange la plus démunie de la population française s'améliorent. Ça, c'est tout à fait possible. Toi, ce que tu dis, c'est que la décroissance, ça peut très bien aller avec une politique de justice sociale qui est associée. Même ça devrait. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. C'est-à-dire que... C'est qu'il y a un minimum vital qu'il faut que chacun ait. Oui, sinon c'est un peu la solution à la Thanos dans les Avengers. Tu supprimes la moitié de la population. Même Thanos, en fait, sa solution, elle est débile parce qu'en plus, il les supprime de manière aléatoire. Tu vois, s'il disait « je vais supprimer la moitié la plus riche de la population », en écologie, ce serait vachement plus efficace. Non pas. Attention, dérive. Que ce soit... c'est le monde des Avengers. Attention, Thanos est un méchant. Mais juste pour dire... justement que la politique redistributive, c'est ce qui permet de faire une transition écologique sans faire baisser la qualité de vie. Parce que, même en France, je me souviens de cette étude de l'INSEE qui m'avait beaucoup marqué il y a quelques années, où on regardait le différentiel d'espérance de vie entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres en France, qui est de 13 ans. Donc là, on voit très bien que si on veut faire monter l'espérance de vie moyenne en France, qui est souvent considérée quand même comme un indicateur de développement, encore une fois, appuyer sur la croissance, c'est une fois que tu as ça va pas servir. Il faut justement, alors qu'une politique redistributive serait beaucoup plus efficace, de permettre un accès à la santé à celles et ceux qui n'ont pas accès à la santé. Donc là, la décroissance, en fait, l'aspect redistributif, c'est pas juste pour essayer de la vendre. C'est, je pense, pour essayer de faire quelque chose qui, dans tous les cas, rendrait la transition écologique. Déjà, une économie qui n'arrive pas à satisfaire les besoins des plus démunis, c'est une économie qui ne marche pas. Moi, c'est vraiment, pour moi, un critère de performance. C'est pour ça que je suis un objecteur de croissance, dans le sens où, pour moi, la croissance, ça ne veut rien dire. Si vous avez une économie, comme c'est le cas de la France, où vous avez la pauvreté qui augmente, il y a un truc qui ne marche pas. Si vous avez une économie où vous travaillez de plus en plus, il y a un truc qui ne marche pas. Si vous avez une économie qui utilise de plus en plus de ressources naturelles, il y a un truc qui ne marche pas. Le but d'une économie, je me sens bête à chaque fois de le rappeler, mais même mes collègues, ils l'oublient, en fait, c'est d'économiser. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Économiser, pourquoi ? Parce que
l'innovation économique doit nous permettre en fait, d'augmenter notre qualité de vie tout en libérant des ressources disponibles, à commencer par le travail. Donc, travailler moins, vivre mieux. Et libérer des ressources naturelles, ça, c'est quelque chose, bon, c'est peut-être quelque chose d'abstrait dans une situation où vous n'avez pas de crise écologique, mais aujourd'hui, c'est un impératif. Alors, merci, mais là, tu parles de travail, tu parles de libérer l'économie. Aujourd'hui, en France, et tu l'as dit, ça fait déjà quelques années, la pauvreté augmente, on nous fait peur sur une crise économique qui va arriver, on l'entend sans cesse. Le pouvoir d'achat, première préoccupation des Français, les plans sociaux qui tombent les uns après les autres, notamment dans l'industrie. Et là, toi, tu arrives en disant, il faut décroître dans ce contexte-là. Et les gens qui sont sur les ronds-points, là, ce sont les agriculteurs en ce moment, mais il y a des manifestations qui n'arrêtent pas au niveau vraiment économique. Les gens ont peur de perdre leur travail. Comment est-ce que tu décorrèles, est-ce que leur expliques que la décroissance ne va pas générer de crise économique, alors que leurs employeurs, leurs anciens employeurs disent « on n'a pas assez gagné d'argent et c'est pour ça qu'on licencie à tour de bras ». Alors, c'est pour ça que moi, j'hésite. Le mot décroissance, c'est peut-être pas le meilleur mot pour commencer cette discussion, sachant que la décroissance, en plus, on l'a vu, c'est une conséquence macroéconomique assez abstraite. C'est si on venait calculer le PIB avant et après la transition écologique, on se rendrait compte qu'il y a une contraction économique. Mais bon, vu que j'ai aussi dit que le PIB, ça ne servait pas à grand-chose et que c'était un vieil indicateur qui ne nous montrait pas véritablement la prospérité sociale et la soutenabilité écologique, à quoi ça servirait de le mesurer ? Ce qui serait important, c'est de dire, par exemple, là je prends juste une mesure parmi tant d'autres, mais de se dire, c'est quoi aujourd'hui les catégories de biens et services à forte teneur écologique, donc les trucs qui alourdissent l'empreinte écologique, que l'on peut facilement supprimer parce qu'ils ont aussi une faible empreinte bien-être. Là, je vais taper sur mon secteur favori, la publicité. Qui est non seulement quelque chose d'inutile, mais de contre-productif, vu que ça aussi incite à la consommation d'autres choses inutiles. Et donc là, je pense que les gens ont vraiment cet argument de se dire... je me souviens d'un chiffre qui a été publié dans un rapport de WWF sur la publicité pour les voitures en France. Donc les frais publicitaires, vous les payez quand vous achetez vos produits, c'est de tête, je crois que c'est 2500, entre 2000 et 3000 euros par SUV. Quand vous achetez ça, c'est juste le prix de la pub qu'on vous a fait subir toute votre vie pour les pubs de SUV que vous allez payer avec un SUV plus cher. Les gens, tu leur demandes, est-ce que vous voulez juste qu'on libère l'espace public, donc plus de pubs à côté des routes, plus de pubs sur Internet, plus de pubs à la radio, plus de pubs à la télé. Comme ça, vous achetez votre SUV 3000 euros moins cher. Enfin bon, on va essayer quand même. Là, on continue pour l'exemple. Et aussi, ça veut dire que au lieu d'avoir toute une génération d'esprits brillants qu'on va venir gaspiller à faire des écoles de publicité pour qu'ils inventent justement l'art du matraquage publicitaire pour inciter les gens à acheter des trucs dont ils n'ont pas besoin, ils peuvent faire des études utiles, devenir économiste par exemple. Je plaisante, faites de la sociologie plutôt. Thérapeutique de finalement l'avouer, après 10 ans d'études d'économie. C'était la première fois, j'espère que c'est pas filmé, je sais que c'est filmé, je regrette. Et donc là, quand on l'explique, je pense qu'on se rend compte que c'est pas quelque chose, c'est pas une crise économique. C'est une crise dans le sens où c'est un moment, oui, de transformation, mais c'est un moment de transformation qui va vers le meilleur. Là où la transformation devient crise dans le sens, c'est-à-dire que quand elle n'est pas accompagnée, c'est-à-dire quand il n'y a pas de filet de sécurité, par exemple, si on travaille dans la publicité, sur les SUV, là d'un coup l'entreprise dans laquelle on travaille fait faillite et que je me retrouve sans salaire et que je ne peux plus payer mon loyer, mes choses-là, et donc je tombe dans la pauvreté, là c'est une crise. Oui, c'est ça qu'il faut éviter. Là, les gens qui travaillent chez Auchan, par exemple, il y a 3000 suppressions de postes qui vont arriver. Oui, c'est de la consommation, c'est même un hypermarché, enfin une chaîne d'hypermarchés Auchan. Mais ces personnes-là, elles n'ont rien demandé à personne. Tu vois, on retrouve la question des moyens tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dis ? Comment tu leur expliques ? Moi, déjà, je pense qu'une économie qui se transforme doit se donner les moyens donc, d'avoir des filets de sécurité. Parce qu'on sait que les choses vont changer. L'un des filets de sécurité, c'est de faire en sorte que des personnes qui perdent leur emploi peuvent avoir l'accès aux choses qui leur permettent de vivre décemment. Dans une économie marchandisée capitaliste, aujourd'hui, ça veut dire de la thune.
Mais ça, c'est quelque chose aussi qui peut être amené à changer. Donc, par exemple, la sécurité sociale de l'alimentation, pour prendre juste un exemple, ou la gratuité partielle ou totale des transports, la tarification progressive de l'eau, ça peut être aussi la logique du logement social ou de l'habitat coopératif. Ça aussi, c'est des filets de sécurité en fait, qui peuvent nous donner une agilité d'action. Mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus concrètes, un revenu de transition écologique, une dotation inconditionnelle d'autonomie, de se dire, bon bah tiens, ces employés, c'est peut-être, d'ailleurs c'est même pas peut-être, les sociologues du travail comme Dominique Méda nous expliquent que c'est des gens, la plupart du temps, ils ne sont pas en train de kiffer leur vie au travail. Ils sont tout en bas d'une chaîne de subordination ou justement dans une structure extrêmement capitaliste. C'est quoi une structure capitaliste ? C'est une structure qui vient justement maximiser l'accumulation du capital et donc le taux de profitabilité, donc qui va avoir tendance à presser les salaires à la baisse, vu que les salaires, c'est un coût pour donc, les propriétaires et les actionnaires d'Auchan. Et donc là, on voit que si on arrive à créer une situation où on peut créer des emplois dans le non lucratif, des emplois qui ont plus de sens, des emplois justement qu'on arrive à financer, je pense que justement ces gens seront beaucoup plus heureux d'aller travailler dans des coopératives à gouvernance horizontale, beaucoup plus près de là où ils habitent, avec des raisons d'être. Enfin, c'est des choses qui existent déjà dans l'ESS. C'est juste qu'on a besoin en fait d'une planification sociale et écologique où déjà on vient réduire le pouvoir de vente. De dire, vous savez quoi ? Là, ça peut être ça peut être nationaliser une entreprise pétrolifère pour pouvoir lui imposer des véritables politiques environnementales. Ça peut être démanteler aussi des circuits. L'idée même d'un supermarché. Enfin, moi, quand je pense à une économie post-capitaliste dans 20 ans, je pense qu'il n'y aura plus d'hypermarchés, de supermarchés ou même de centres commerciaux. C'est quelque chose en fait qui n'existe que dans une économie matérialiste, consumériste, capitaliste, et qui n'existe d'ailleurs qu'au profit des propriétaires capitalistes. Donc, ça ne profite pas aux salariés, ça ne profite pas aux consommateurs. Donc, c'est ces grandes transformations que l'on peut se permettre de faire. Et là, on va me dire, OK, mais est-ce que tu n'es pas en train de rêver ? Pourquoi est-ce que je dis qu'on peut se permettre de faire ? Et là, moi, j'ai un peu ma carte joker, c'est que je suis macroéconomiste. Quand vous êtes macroéconomiste, c'est un petit peu quand vous jouez au Monopoly, mais vous avez accès aux billets de tout le monde. Donc, c'est vachement plus facile de faire des changements parce que on peut faire un inventaire de tout ce qu'on a comme richesse en France. Et c'est là où on se rend compte que nous, notre transition écologique, elle est ultra facile. Pourquoi ? Parce qu'on est un pays extrêmement riche. Moins vous êtes riche comme pays, plus ça va être difficile. Et donc, quand on fait l'inventaire de toutes les ressources qu'on a, on se rend compte qu'on a largement de quoi éradiquer la pauvreté, on a largement de quoi garantir des emplois, un salaire à vie à toutes ces personnes qui n'en retrouveront pas, qui étaient dans des secteurs fossiles, qui sont proches de l'âge de la retraite, qu'on a largement assez large. Il faut juste avoir un courage politique, déjà de changer cette espèce de protocole, non de ruissellement, mais plutôt de condensation de la valeur vers cette minorité possédante. Je vais juste un exemple, moi, que je trouve assez déroutant. Le fait que la plupart des gens donc, qui sont locataires doivent payer un loyer. Et donc, il y a cette espèce de dépense contrainte. Et quand vous êtes dans des villes où il y a une forte augmentation des prix qui peut devenir vraiment un goulot d'étranglement. Et donc, vous vous retrouvez coincé dans un emploi à la bullshit job façon David Graeber que vous détestez. Vous savez que c'est inutile, c'est peut-être même contre-productif. Vous ne pouvez pas le lâcher parce que sinon, vous n'allez plus pouvoir non seulement payer le loyer, mais aussi la crèche des enfants qui est privée, l'EHPAD privé de vos grands-parents. Toutes ces choses-là, en fait, qui ont été à un moment donné privatisées, marchandisés et qui sont aujourd'hui utilisés comme des vaches à lait par une minorité possédante qui s'enchère pour jouer au Monopoly. Et donc là, j'ai envie de dire, mais bon, l'éducation, la petite enfance, les soins pour les personnes âgées et quelque chose aussi essentiel que le logement, en fait, c'est des trucs, ça n'aurait jamais dû être soumis à l'esprit capitaliste, aux pensées profit, à la marchandisation. On fait marche arrière sur des trucs, genre la remunicipalisation de l'eau. Je pense qu'on se rend compte que l'eau, c'est quand même un truc d'important et on ne peut pas la laisser juste faire confiance à des entreprises privées à but lucratif qu'elles vont bien le gérer, ce qu'elles n'ont d'ailleurs pas du tout bien fait au fil de décennies de privatisation de l'eau. Donc là, on pourrait très bien dire, et c'est ce que font certaines villes, certains quartiers, c'est ce qu'ont fait le choix de certaines villes historiquement, la ville de Vienne, depuis la Seconde Guerre mondiale, qui fait le logement, c'est trop important, c'est du non lucratif.
que du non lucratif. Interdit de s'enrichir à travers le logement. Bah, tu fais ça, tu n'as plus de spéculation immobilière. Qui c'est qui perd? Bah, les gens qui font de l'investissement locatif. Bouhou, tu peux plus placer ton épargne pour t'enrichir à travers justement la monopolisation du logement des gens. Enfin, ouais, excuse-moi. Donc, il y a beaucoup de choses pareilles. Enfin, même si aujourd'hui on venait nationaliser Total et dire, vous savez quoi, bon bah maintenant on va réévaluer la valeur boursière de Total au fil des coûts de dépollution et machin, de la valeur sociale du carbone, et donc bah, si vous êtes possesseur aujourd'hui d'une action Total, autant vous dire qu'elle ne va pas valoir grand-chose demain, ou peut-être même c'est vous qui allez devoir de la thune à la collectivité. Bah, là encore, bouhou. Enfin, là, c'est pas la crise économique. Donc j'ai l'impression un petit peu, moi, quand j'entends les économistes qu'on a vus sur les médias, ils sont toujours là un petit peu avec la tour Jenga de l'économie. Tu fais la taxe Zuckman, qui est vraiment genre la mise à jour de l'impôt sur le revenu la plus, la moins... vraiment, le tout petit truc comme ça, ils sont là, ça va faire effondrer toute l'économie. Alors à côté de ça, tu as un réchauffement global et l'effondrement de la véritable biodiversité. Ils sont genre, non mais t'inquiète. Donc là encore, on a un inversement des réalismes qui nous dessert, je pense, sur le long terme, et qui nous invite à, encore une fois, je vais faire une opinion qui est pas très... qui est assez discriminatoire, mais je pense qu'on donne trop la parole aux économistes. Encore? Non, mais je me rends compte, au début, je pensais que l'économie, la science économique pouvait changer. Et là, ça fait, je pense, le 4e département d'économie que je fais. Et je me rends compte que les économistes professionnels et les chercheurs d'économie à l'université, en fait, sont enfermés dans un paradigme et ne sont peut-être plus capables de générer de nouvelles idées. Mais qu'est-ce qui peut changer alors, Timothée? Ah bah, moi, comment on fait changer les choses? Moi, là où je trouve ma source d'inspiration, là, pour le prochain livre, c'est un peu marrant de parler de décroissance ici, parce que moi, j'ai passé à peu près, ça fait 1 an que je travaille sur la suite de Ralentir au PR, donc Voyage en utopie post-capitaliste, où je construis justement une espèce de vision d'une alternative au capitalisme à très long terme. Donc là, j'ai l'impression d'avoir pris une machine à remonter dans le temps, et tu vois, d'être revenu en 2026, alors que moi, j'habite en 2064 depuis 1 an. Et qu'est-ce qui m'a inspiré pour faire ça? Alors bien sûr, il y a une petite partie, il y a des théories économiques absolument intéressantes de penseuses et penseurs au fil des années qui ont inventé des trucs loufoques, qui ont fait vraiment des exercices d'architecture passionnants. On peut noter notamment le concept d'économie participaliste, une économie socialo-anarchiste, sans marché. Enfin, voilà des gens qui ont essayé de faire des trucs intéressants, qui ont créé leurs petites architectures, mais aussi, surtout, des trucs, des initiatives réellement existantes aujourd'hui, que ce soit les territoires zéro chômeur de longue durée, et d'autres initiatives de garantie d'emploi. On en a parlé, sécurité sociale de l'alimentation, toutes les monnaies locales, que ce soit des monnaies énergétiques, des banques de temps, toute l'infrastructure sociale de la gratuité, les graphitérias, les repères cafés, les ludothèques, les ressourceries, toutes les formes diverses et variées de coopératives, de consommateurs, de producteurs qu'on peut avoir, de coopératives bancaires, toutes ces choses-là que, en fait, des gens ont fait ou font à un moment donné. Et moi, là, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est quand on les tisse tous ensemble, en fait, on a de quoi avoir une économie qui est beaucoup plus réjouissante que le capitalisme d'aujourd'hui, parce que le capitalisme aujourd'hui, c'est un peu ce que John Quiggin appellerait une théorie zombie. Tu vois, c'est le truc, il n'y a personne qui se lève le matin et qui fait « Putain, le capitalisme, c'est génial, j'adore !» Non, tu te dis « Bon, voilà, c'est le système en place, on n'a pas le temps de le changer, de toute façon, on ne pourrait pas même si on voulait, et puis si on fait ça, de toute façon, ça va s'effondrer, on aura l'Union soviétique qui va... » Tu vois, c'est plus par manque d'alternatives, plus que par passion vraiment du système, en se disant « Mais le capitalisme, il est magnifique !» Et donc, quand on se rend compte, on tisse toutes ces choses-là, on se rend compte non seulement que c'est assez facile de reconstruire une alternative, mais qu'aussi ces alternatives, elles sont plurielles. C'est-à-dire qu'on a une boîte à outils qui est sans fin, qui nous permet de construire différents systèmes économiques. Alors bien sûr, c'est des systèmes économiques. Moi, plus j'avance, plus je me rends compte que ça se construit vraiment à l'échelle de la municipalité. C'est là où on a une agilité qui est beaucoup plus importante, parce qu'un système économique national, bien sûr, il y a des systèmes nationaux de financement de retraite, des choses comme ça, mais c'est des discussions, vu qu'on fait de l'économie concrète, qui sont... faisable à l'échelle locale. Mais ça veut dire que toi, dans ton monde de demain,
là, ça va être ma dernière question, on va conclure là-dessus. Dans ton monde de demain, tu imagines une économie qui soit faite de poches locales dans ce monde qui est pourtant aujourd'hui globalisé? Alors, globalisé dans le sens où moi, j'imagine l'économie à l'échelle nationale, par exemple pour la France, et bien sûr, il y a des réflexions. Oui, parce sur que le tu parles de commerce international. nationalisation en même temps. Oui, alors, moi, le combo, c'est par exemple pour une énergie pétrolifère, c'est une nationalisation qui précède à une socialisation. Donc, de se dire, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour arrêter d'investir dans le pétrole? Ça fait depuis les années 70 qu'on demande, gentiment. Ça ne s'est pas fait. Donc, au bout d'un moment, il faut agir. Donc, il y a des politiques publiques qui permettent de le faire. Et donc, la nationalisation de certaines infrastructures est en fait une reprise de contrôle de systèmes productifs qui, on peut la justifier de plein de manières, mais vu qu'à un moment donné, on pourrait aussi délégitimer la façon dont ça a été privatisé. Enfin, il ne faut pas voir la nationalisation comme du vol d'une certaine manière ou la privatisation comme du vol. En fait, c'est des changements de régime de propriété qui peuvent être positifs ou négatifs en fonction du contexte. Et donc là, moi, j'imagine ça plutôt dans l'économie, parce que l'économie que j'ai, elle est quand même assez décentralisée. Et donc, on nationalise pour prendre des grandes décisions, par exemple sortir des énergies fossiles. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut faire vraiment que de manière centralisée dans ces grandes multinationales qui continuent d'investir. Mais ensuite, on peut très bien socialiser, c'est-à-dire décentraliser une partie du système énergétique, notamment les énergies renouvelables, qui peuvent être gérées par des coopératives énergétiques à but lucratif, par exemple sous la forme de SIC à l'ENRCOP. Donc ça, c'est tout à fait possible d'avoir ensuite de retrouver une gestion municipale, communale dans le sens des communs et pas de la commune, de ces infrastructures. Pareil pour les banques, on peut imaginer, comme le propose Isabelle Coupet-Soubeyran dans son livre Le pouvoir de la monnaie, de se dire, ah bah tiens, aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle branche qui nous permette de financer le non lucratif. Et ben, on peut créer cette espèce de parlement de la monnaie, espèce qui aujourd'hui peut faire de la création monétaire, mais ça va pas forcément être, c'est un organe national, mais qui peut dire, ah bah tiens, dans chaque ville, des coopératives bancaires seront les seules à pouvoir distribuer ces subventions nationales. Et c'est comme ça aussi qu'on décentralise. On a un système national de financement, mais chaque décision à Lyon sont prises par des coopératives bancaires qui connaissent le territoire. Et donc, on a quand même l'intelligence de la centralisation, mais on a quand même cette planification sociale écologique de se dire, bon bah tiens, là, pendant cette période de transition, il faut qu'on aille dans une direction qui est collective, qui est celle, on l'a vu, au moins de l'allègement de l'empreinte écologique totale. Parfait. Merci beaucoup. Merci Timothée Paric pour cet entretien. Alors, je vais vous demander de rallumer un peu la salle, si c'est possible, qu'on puisse se voir. Ça, c'est très agréable. Et puis, on a une vingtaine de minutes à peu près pour des questions. Donc, on va pouvoir passer en haut et en bas. C'est bon, hein, parfait. Donc, je vous en prie, je vous demanderai simplement de lever la main avant de vous exprimer. Et puis, on va essayer d'alterner les genres. Voilà, ça, c'est mon petit combat personnel. Et puis de répondre de manière... si vous pouviez poser votre question de manière assez succincte pour qu'on puisse avoir le plus de questions et réponses, Timothée, possible. Alors, je vous regarde. Allez, madame, devant, on va faire facile. Je vous en prie. 1, 2, ouais, c'est bon. Bah déjà, je vous remercie pour la conférence, ça fait plaisir. J'ai lu votre livre il n'y a pas longtemps et c'est... chouette d'avoir le même livre en oral. Je voulais vous questionner sur la possibilité d'une économie régie dans sa totalité par la réciprocité et donc le don, enfin la gratuité. J'ai l'impression que c'est une question qui vous est pas étrangère. Dans votre livre, vous faites une critique sévère de la marchandisation, vous l'avez un peu refaite là, et vous louez aussi les avantages de la réciprocité. Vous dites que la motivation à travailler n'est pas monétaire, vous citez d'autres motivations à travailler, vous dites qu'on participe même moins quand on est rémunéré, qu'on mérite tous et toutes de vivre selon des règles de partage et d'équité. Vous avez pensé toutes les institutions sociales permettant de réguler l'économie selon des indicateurs de prospérité écologique et sociaux, le tout de façon démocratique.
Et j'ai trouvé ça absolument formidable, notamment la mission de l'entreprise, la double sélectivité démocratique. Je peux avoir votre question, s'il vous plaît. Le livre est à la vente, si ça vous intéresse. Merci pour la fiche de lecture. Ok, désolée. Ma question, ce serait, qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, vous empêche de retirer l'institution sociale monétaire? Ou plutôt, quel intérêt voyez-vous à la conserver? À certains moments, vous dites qu'il y a des secteurs d'activité qui seraient mieux régis par le marché. Et vous dites jamais lesquels. Merci beaucoup pour votre question, Ouais. donc très précise. Donc les modes d'allocation en économie, il y en a 4. Il y a l'échange marchand. Donc l'allocation en économie, c'est le transfert des droits de propriété sur les choses. Donc comment est-ce que les choses qu'on produit, elles vont bouger dans l'économie, elles vont voyager. Donc l'échange marchand, c'est voilà, vous donnez de l'argent, vous achetez un truc. On a l'habitude, on le fait souvent. Le don, c'est un peu, par exemple, la parentalité, enfin vos enfants, vous leur donnez des trucs gratuitement. La réciprocité, c'est une forme de don, mais partagé. Donc c'est plus le comportement entre peut-être voisins. Je t'aide, mais tu m'aides un petit peu après. Et il y a l'attribution politique, genre par exemple les organes, les dons d'organes en France, où là ils sont pas vendus, ils sont pas vraiment donnés. Il y a un protocole en fait de distribution des organes. Et en fait, chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Et aujourd'hui, le capitalisme, donc, il a cette vague d'expansion qui a tendance à marchandiser. Donc, quand je dis marchandiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui avant étaient régies par l'attribution politique des services publics, ou le don et la réciprocité, qui deviennent des marchandises. Genre en gros, couchsurfing, réciprocité, devient Airbnb. Là, on a le même service, c'est des gens qui dorment chez vous, et vous qui allez dormir chez des gens, mais ça passe d'un mode de gestion non marchand, basé sur le don et la réciprocité, à un mode de gestion marchand, basé sur l'échange. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance... La décroissance, vu qu'on voit que quand tu marchandises un truc, tu fais apparaître de la valeur monétaire, ça te crée de la croissance, ce qui n'est pas forcément positif. Quand tu démarchandises, ça fait disparaître de la valeur monétaire, donc ça te fait de la décroissance. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'il y a toujours la même chose. Enfin, vous pouvez aller dormir chez le même nombre de personnes, ou il y a le même nombre de personnes qui va dormir chez vous. C'est plus du Airbnb, c'est juste du couchsurfing. Vous avez détruit de la valeur monétaire. Vous n'avez pas détruit... vous n'avez rien détruit du tout, il y a toujours le même nombre de personnes qui viennent dormir dans un truc comme ça. Donc moi, c'est vrai que j'aurais du mal à faire la liste de tous les trucs un par un et dire ça, c'est mieux marchand, ça, c'est même si pour le nouveau livre, je dois le faire. Vu que je fais le schéma économique, donc j'essaie de faire des grandes catégories, mais je pense que ça dépend... ça dépend des catégories de produits, mais surtout ça dépend des capacités institutionnelles locales, où parfois, par exemple, vous allez commencer avec un échange marchand pur en euros, vraiment vénère sur Internet, aux enchères, vraiment le plus capitaliste, et ensuite un échange marchand façon genre brocante entre voisins, et ensuite la monnaie locale, échange marchand en monnaie locale un peu plus doux, et après ça fait 5 ans que vous achetez le même pain, machin, donc c'est quelqu'un qui peut vous faire crédit, ça peut devenir de la réciprocité. Le jour où vous perdez votre boulot, il va faire, il n'y a pas de souci, tu paieras la prochaine fois, ou tu sais quoi, tu m'apportes ça. Ça devient de la réciprocité, et vous finissez par tomber amoureux de cette boulangère, et donc vous l'épousez, et donc ça devient du don au bout d'un... Donc on voit en fait ces trucs... Enfin, j'ai simplifié. Mais en fonction de ce que certains appellent le mec s'autocite, de ce que j'ai appelé dans le livre des services socio-systémiques, en fonction aussi des capacités d'entraide, de la culture locale, en fait, il y a des capacités qui peuvent être plus ou moins enclins à faire du don. Moi, c'est ça qui m'inquiète aussi avec le capitalisme, c'est que c'est un changement irréversible. Une fois que vous avez marchandisé, la seule chose qu'on fait ensuite, c'est la thune. Et là, quand vous avez fait Airbnb pendant des années, et ça, on le sait dans les enquêtes sociologiques, les gens, ils n'arrivent plus à prêter leur appart, même à des potes. Parce que tu prêtes ton appart, et là, tu calcules 3 jours, 600 €. J'aurais pu avoir 600 €. Et ça, c'est problématique. Donc, on perd notre capacité à faire du don et de l'entraide. Et de la même manière, plus on le fait, plus on muscle en fait notre capacité de don et d'entraide. Et on l'a vu, ça aussi, c'est des filets de sécurité. Parce que le jour où il y a une crise, le jour où une personne que vous connaissez perd son boulot parce que c'était un boulot très lié aux énergies fossiles ou parce que cette pauvre personne était publicitaire pour une marque de 4x4, cette personne, elle ne va pas tomber instantanément dans la pauvreté parce qu'elle n'a plus d'argent. Il va y avoir des systèmes de solidarité, un tissu associatif. Merci. Donc ça dépend des secteurs et on verra ça sur le prochain livre. Pression. Pression. Allez, quelques mois. Allez, une question en haut, s'il vous plaît. J'y vois pas. Ah, par là.
s'il vous plaît. Merci. Donc bonsoir, merci beaucoup pour la conférence. J'ai lu votre livre il y a quelques années et depuis je m'intéresse énormément à la décroissance et aux théories économiques alternatives. Malheureusement, je suis actuellement en train d'étudier à EM Lyon Business School et d'ailleurs j'invite tous les gens intéressés par ces théories à me proposer un stage. Je suis à la recherche en ce moment, donc je serais ravi de vous rencontrer. Et sinon, du coup, je me demandais, pour les jeunes, justement, en études, qui vont bientôt devenir actifs ou qui sont tout juste en activité, du coup, quel genre de secteur, quel genre de métier, vers quoi faudrait-il se diriger pour bénéficier à cette économie du futur et non pas continuer à servir le capitalisme ? Merci beaucoup pour votre question. Voilà une question sur l'avenir, Timothée. Vers quel type d'économie les jeunes peuvent s'orienter pour aller, selon eux, dans le bon sens et pour une planète viable ? C'est dur. Moi, en plus, j'ai l'impression que j'ai perdu le droit de m'auto-classifier comme dans la catégorie des jeunes. Oh, encore un peu, quand même. Ah ouais ? Ok. Nous, en tant que jeunes... Les jeunes. Alors, moi, j'ai un peu l'impression et c'est un terme que j'adore, on est en train de vivre une crise de l'imaginaire. C'est un terme que j'adore. Juste petite histoire, quand il y avait la crise financière de 2008, il y avait la reine d'Angleterre qui était passée à la London School of Economics, qui est un petit peu genre le meilleur endroit pour faire de l'économie au Royaume-Uni, et qui leur avait juste demandé pourquoi vous ne l'avez pas vu venir ? Genre, la question, genre, elle n'était pas là pour rigoler. Pourquoi vous ne l'avez pas vu venir ? Genre, on vous paye pourquoi, quoi ? Ça sert à quoi d'aller des économistes ? Et donc, eux, ils ont brainstormé. 3 mois plus tard, ils écrivent une pauvre lettre. Madame la reine, machin. Et là, ils disent, oui, nous sommes en pleine crise de l'imagination collective. Personne n'a réussi à faire ça. Et c'est exactement ça. Et donc, j'ai l'impression ce qu'on doit aujourd'hui, on doit mettre l'accent moins sur être socialisé, tu vois, un petit peu les trucs, genre... l'argument de faut connaître comment le capitalisme fonctionne, tu vois, pour le changer de l'intérieur. Je suis pas sûr que ça va fonctionner, ça. Et je suis pas sûr que ça va fonctionner parce que dans le processus de socialisation, on perd en fait notre capital créatif. On perd cette capacité d'imaginer un au-delà du capitalisme. Et ça arrive assez vite. Donc, moi, j'aurais tendance à recommander à celles et ceux qui se posent ces questions alors qu'ils sont encore en études, vraiment de ne pas avoir peur déjà de faire de la théorie. C'est-à-dire de ne pas avoir peur de révolutionner l'économie avec l'accent circonflexe sur le « E », de se poser des questions où souvent les gens ils me disent « Oui, mais bon, moi, je n'ai pas fait d'économie. Oui, mais bon, je n'ai pas de doctorat. Oui, mais bon... » En fait, il y a pas de... Justement, aujourd'hui, si on manque de nouvelles idées, ensuite, ça peut être affiné collectivement, ça peut être rigorisé, ça peut être creusé, mais on a juste besoin de nouvelles idées complètes. Et alors là, après, comment appliquer ces nouvelles idées dans l'économie réelle? Là, moi, je vous ai donné la réponse de quelqu'un aujourd'hui qui est théorétique. Donc moi, mon métier, c'est faire de la théorie. Donc pour celles et ceux qui veulent faire de la recherche et de la théorie, il y en a besoin. Mais j'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez envie de faire des véritables changements dans le monde véritable existant qui existe en dehors des universités. Et pour ça, je pense que le mieux, c'est de se rapprocher de plein de gens dont on a vu ce soir, des associations qui travaillent depuis des années dans ces milieux-là, qui sont beaucoup mieux que moi, en fait, vous dire aujourd'hui où est-ce qu'on a besoin d'énergie. Quelles sont les choses pour lesquelles en fait, on est en train de perdre des fronts de bataille, que ce soit des batailles dans les collectivités sur, on l'a vu, des batailles de démarchandisation, de remunicipalisation, ou que ce soit aussi cette espèce d'entrepreneuriat à but non lucratif qui aujourd'hui n'existe pas vraiment, ou que ce soit aussi tout simplement la continuation et l'évolution constante en fait, du milieu associatif. Moi, je terminerai là-dessus parce que vu que je suis... en étudiant l'économie, de par les personnes qui étudient l'économie avec moi, je me retrouve aujourd'hui confronté à beaucoup d'anciens camarades de classe qui utilisent la phrase genre j'ai créé une boîte un peu comme s'ils travaillaient dans le milieu des chaussures, quoi. Donc à chaque dîner, c'est des gens, ils créent des boîtes, ils sont ultra fiers, tu vois, ils sont là, j'ai créé ma boîte, j'ai fait ça, ensuite j'ai recréé une boîte, j'ai refait ça. Donc il y a vraiment cette espèce d'obsession avec la création d'entreprises, tu vois, vraiment. Alors qu'aujourd'hui, moi, on a besoin de gens qui détruisent des entreprises. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Reprovoque. Mais on encense l'entrepreneuriat, on comprend, dans une économie de croissance,
Et on est là à vouloir créer, pas des licornes, mais juste des licornes, en fait, des boîtes qui sont valorisées. Alors que si ce que j'ai dit, c'est vrai, c'est-à-dire que si la transition écologique demande un effort de démantèlement, de renoncement productif, de fermeture, de toutes ces choses-là, bah, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une mentalité désentreprenariale, de destruction de valeur monétaire, ou pour être plus précis, de retransformation de valeur monétaire en valeur sociale et écologique. Donc, si par exemple, vous allez à un dîner et quelqu'un vous dit « Moi, j'ai réussi à faire fermer 5 boîtes », et donc tous ces salariés des boîtes, maintenant, ils travaillent pour le milieu associatif. Moi, imagine quelqu'un qui te dit « Moi, j'ai réussi à faire fermer 12 agences immobilières dans Lyon. J'ai libéré X mètres carrés pour des petits commerces et des petites associations. » Enfin, là, on comprend, c'est une création de valeur nette. Et donc, j'ai l'impression que nous, la jeune génération, on a besoin de créer un petit peu ces chevals de Troie, ces tours de passe-passe, ces nouvelles mentalités pour venir ensuite les imposer dans l'économie réelle, bien sûr, ce qui ne va pas se faire facilement. Bon, merci pour les conseils. Alors, il y a les associations, mais il y a aussi tout le monde de l'économie sociale et solidaire. Je ne sais pas si tu connais les chambres régionales d'économie sociale et solidaire, les CRES, qui peuvent être des bons relais d'information et qui connaissent très bien les tissus locaux. Allez, une autre question. On a dit une femme, Anaïs. Ah, c'est plutôt par là. Désolée. Merci. J'en profite de marcher un petit peu pour vous dire que vous pouvez venir au Salon Prime Vert pour découvrir plein d'alternatives et des associations. C'était la minute publicité. À but non lucratif. Alors, moi, je n'ai pas lu votre livre, je ne suis pas du tout économiste, novice. Par contre, je suis très intéressée, j'ai travaillé dans l'économie sociale et solidaire, voilà, bon, je sais un peu ce que c'est. Ça me passionne, vraiment tout ce que vous dites, parfait, mais les gens qui tiennent le capitalisme vont se défendre, vont pas laisser faire. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est comment on va pouvoir passer de l'autre côté, quoi. Comment il faudrait qu'on soit très, 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 très nombreux pour basculer. On va pas, enfin, vous voyez bien ce que je veux dire, quoi. Les Elon Musk, les machins, tous ces machins, ça va pas, ils vont pas se laisser faire, c'est pas possible. Merci beaucoup pour votre question. Et moi, je rajouterais quand même, madame, juste un petit complément. Comment est-ce que ça va se passer dans ce monde avec nos ressources finies et notre empreinte écologique qui continue d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter? C'est une question cruciale. Et il y a beaucoup de gens dans les sciences sociales et dans l'activisme réellement existant qui ont différentes théories, que ce soit par prise de pouvoir électorale pour ensuite avoir un changement qui viendrait plutôt du haut ou plutôt par une prise de pouvoir municipal ou même par des mouvements citoyens, différentes stratégies. Moi, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est un combat, David contre Goliath. C'est un combat où on pourrait penser qu'il y a quand même, vu que c'est une minorité possédante, enfin, l'extrême concentration de la richesse donne quand même un avantage dans une démocratie, normalement, à la majorité. Et des chercheuses comme Julia Cagé ont très bien montré que dans une économie capitaliste, la politique se marchandise. Et donc, quand on est très riche, on arrive à protéger ses intérêts. Il suffit d'acheter des médias et créer, circuler des opinions ou tout simplement financer des campagnes ou des think tanks et tout ça. Donc moi, l'une des stratégies que j'aime bien, personnellement, c'est celle de la sécession. Dans le sens où il y a ce penseur anticapitaliste, John Holloway, il avait intitulé l'un de ses livres, il fait « Arrêtons de faire le capitalisme ». Parce que, alors c'est vrai que le capitalisme, les capitalistes, la classe capitaliste, en fait, elle nous tient bien avec ce petit jeu de le seul moyen d'obtenir un revenu, c'est de travailler pour eux. Et on en a besoin parce que le seul moyen d'avoir accès à de la nourriture, à un logement et de la santé, c'est de leur donner de l'argent pour avoir accès aux biens et services. Donc c'est quand même assez bien ficelé comme truc pour éviter toute sécession avec justement cette peur du chômage et de la pauvreté.
Mais la réalité, c'est que sans le travail de celles et ceux qui font fonctionner le capitalisme, en fait, ça ne marcherait plus. Moi, cette théorie de la transition, elle est basée sur quand je jouais au Monopoly avec mes frères et sœurs. Quand j'étais petit, j'avais tendance à gagner. Et au bout d'un moment, je sentais qu'il y avait un breaking point. Après, quand j'ai lu Marx, j'ai compris. Le breaking point, c'est les moments où ils sont tellement saoulés qu'ils arrêtent de jouer, tu vois. Et ils sortent du jeu. Ils ne jouent plus au capital, ils ne jouent plus au Monopoly. Mais en fait, c'est ça un petit peu aujourd'hui quand on voit là, dans certaines écoles d'ingénieurs, et j'espère qu'il y a la même chose dans les écoles de commerce, mais ça m'étonne, mais dans certaines écoles d'ingénieurs où les gens ils disent, bon, bah voilà, nous, on a fait 5 ans d'études, on ne va pas aller bosser pour Total ou pour faire ça, ou du deep sea mining, ou je ne sais pas quoi, ou de l'obsolescence programmée. Non, on va travailler pour l'économie dans laquelle on veut vivre. Et donc, c'est une espèce de cessation très spécifique, si elle trouvait une espèce d'alliance avec d'autres mouvements contestataires, des mouvements ouvriers, des collectifs de consommateurs qui existent déjà, elle pourrait avoir une sacrée puissance. Et si elle trouvait une alliance aussi avec toutes les résistances publiques, municipales, donc les villes qui essaient de changer, les associations qui sont bien sûr sur le front du combat depuis des années, donc rien que ce mouvement en fait, des espèces des spécialistes en fait, qui décident d'arrêter de donner leurs heures de travail au capitalisme et qui les donnent aux associations à la place. Là, déjà, ça te fait une sacrée différence. Et le jour où, en fait, Total ne trouvera plus un seul ou une seule ingénieur pour creuser un nouveau puits, les actionnaires, ils n'iront pas aller creuser avec leurs petites mains. Ok, merci. Merci. Allez, on va prendre une dernière question, s'il vous plaît. C'est Anaïs au fond, s'il te plaît. Puis après, on va aller réfléchir à tout ça. Vas-y, lance. Comme vous passez bien le micro. C'est un vrai travail collectif. Ça peut être marchandisé aussi. Hein. Allez, je vous en prie, votre question. Bonsoir. Merci pour la conférence. On a beaucoup parlé de municipalité, d'associations, etc., d'actions qu'on pouvait faire à l'échelle des collectivités. Mais comment est-ce qu'on embarque tout le monde à l'échelle de l'Europe, en fait, pour faire front face à des superpuissances comme les États-Unis, la Chine, etc. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, on est sur du macro. Hein. Tu peux y aller. Alors, même plus que du macro, là, on est sur du géopolitique. Moi, déjà, je me sens perdu sur la question de penser la transition politiquement à l'échelle d'un pays que je connais à peu près, la France, à l'échelle de l'Europe. Franchement, j'oserais même pas évoquer des possibles théories parce que ça va tellement au-delà de mes compétences. C'est sûr que ça va être un chantier déterminant aujourd'hui. Cette espèce mais l'organisation des COP et l'existence du GIEC et toutes ces infrastructures en fait, de coopération internationale qu'on a essayé de créer juste pour faire face à un des petits problèmes, le climat, ça n'a pas très bien marché, mais c'est déjà une expérience phénoménale pour voir et tout pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour faire la même chose sur la biodiversité et sur d'autres choses. Et donc ça, c'est l'un des chantiers les plus urgents. Moi, personnellement, je l'ai trouvé... j'ai dû faire un choix récemment pour mon deuxième livre. Il y avait 3 parties dans ma thèse. Une partie théorie critique, une partie utopie, une partie mécanisme de transition. Donc là, ta question, c'est sur les mécanismes de transition. Et je me suis dit, dans quel ordre je l'ai fait? Ralentir OPR, théorie critique, c'était sûr, il fallait que ça soit d'abord. C'est la pilule rouge, celle qui ouvre l'imaginaire. Et ensuite, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux commencer à parler de la transition aujourd'hui et ensuite décider où aller, ou le contraire? Et en fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on était bloqué par ce manque d'imaginaire qui fait qu'on n'arrive même pas à trouver une raison de s'allier, de faire toutes ces alliances, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas une économie en fait plus étincelante, plus joyeuse, plus soutenable que le capitalisme actuel. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de concentrer le deuxième livre sur l'utopie et la reconstruction en fait, de notre imaginaire collectif comme un muscle qui nous permette de rêver des économies différentes. Et j'ose espérer que cette capacité à rêver d'économies différentes, ça permet de créer un dialogue sur l'économie qu'on veut et donc ensuite des alliances pour se permettre
de la construire. Et donc là, le troisième livre, où là on pourrait se dire aussi j'ai gardé les questions les plus difficiles sur lesquelles j'ai le moins de compétences pour la fin, et essaiera de venir répondre à cette question. Mais pour l'instant, c'est un ordre que je tiens parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, toutes les alliances qu'on a, ou même les petites avancées qu'on a à l'échelle européenne sur la fiscalité, sur les régulations financières, c'est des mouvements très défensifs, ce n'est pas des mouvements utopiques, c'est de la petite régulation, pansement de capitalistes, et encore, ce n'est pas très efficace, et une grande partie des politiques environnementales à l'échelle européenne est en train d'être détricotée, alors que c'était grandement insuffisant. Donc, ça donne un effet vertige de se dire qu'en fait, on peut assez facilement détricoter même les maigres progrès institutionnels qu'on a réussi à avoir à l'échelle de l'Union européenne. Là, ça peut facilement partir. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il faut peut-être mieux investir dans une vision très solide, commune, qui donnerait envie aux gens, et à travers ces gens, des élus, des nouveaux partis, un nouveau feuilletage en fait, politique, d'y aller. Et donc, ça viendrait donner une espèce d'énergie politique. Quand je disais tout à l'heure, en fait, ces choses, elles sont possibles, mais on n'a pas la volonté. Moi, c'est cette question que je me pose, en fait. Elle vient d'où, la volonté ? Et peut-être que, justement, cette volonté, elle peut être abreuvée par un nouvel imaginaire économique. Merci beaucoup, Timothée. Ce discours, c'est exactement celui que tient Rob Hopkins. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'initiateur du mouvement mondial des villes en transition. Cyril Dion tient exactement le même aussi sur la crise de l'imaginaire. Et j'ai l'impression que dans le mouvement quand même écologiste, vous vous retrouvez de plus en plus là-dessus. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec nous. Merci tout le monde. Merci à vous toutes et tous d'avoir été si nombreux. La salle était pleine ce soir et ça veut dire que les idées avancent, donc c'est un très bon signe. Merci évidemment à l'association Prime Vert et à la Nef. Vous pouvez retrouver donc nos stands Sans Transition, Prime Vert, la Nef dans la salle en sortant à droite, ainsi que la librairie Raconte-moi la Terre qui vend donc les secteur marchand, les livres de Timothée Paric qui nous fait le plaisir de vous proposer une dédicace. Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt. Bonne soirée.